la Cour de justice n'avait pas envisagé la question de l'usage à titre de marque. Alors, est-ce qu'on doit se satisfaire de cette décision? On doit s'en satisfaire, je pense, en tant que titulaire. C'est vrai qu'il y a un élément qui manque, l'élément d'usage à titre de marque. Le fait est, malgré tout, que dans les décisions les plus récentes, et je pense notamment à une décision Rossignol en France, je crois que ça doit être la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel a considéré que l'atteinte était possible, sous réserve bien évidemment de démontrer que la personne qui avait été assignée était la personne qui était à l'origine de la suppression, chose qui n'était pas le cas en l'espèce. Alors, on en a terminé avec ces dispositions générales. Je vous propose maintenant d'envisager la question des nouvelles atteintes. Alors, les nouvelles atteintes, ce sont des atteintes là, qui permettent justement de s'affranchir des conditions traditionnelles que nous connaissons. La notion d'usage dans la vie des affaires bien, sera un peu maltraitée selon les atteintes. De la même manière, l'usage à titre de marque, eh bien, on pourra s'en affranchir. Et puis, à aucun moment, il n'est fait mention des différentes fonctions de la marque. Donc, il s'agit de dispositions qui ont vocation à mieux protéger le titulaire et donc qui se veulent favorables et qui se veulent profitables pour le droit des marques et pour ses titulaires. Alors, 3 comportements, 3 nouvelles atteintes. Vous avez tout d'abord le transit qu'on va envisager dans un premier temps, ensuite les actes préparatoires et puis enfin l'usage d'une marque dans un dictionnaire qui, vous le verrez, est une atteinte un peu particulière et qui ne s'apparente pas à une atteinte au droit de marque en tant que tel. Alors, on va commencer par le transit. Il s'agit de l'article L713-3-2. Alors, cet article fait écho à l'article 10, paragraphe 4 de la directive marque. Donc, vous le voyez, on avait le transit qui était visé dans l'article relatif aux droits conférés par la marque. Alors, pour les actes préparatoires, on avait vraiment un article qui était autonome. Ce texte précise, donc sous réserve de l'application des dispositions de l'article L716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. Alors, cette disposition, vous l'avez compris, permet de changer le paradigme. S'agissant du transit, on en restait finalement une décision de 2011, une décision Nokia-Philips qui considérait que les marchandises en transit ne constituaient pas, au regard du droit douanier, des marchandises en contrefaçon, sauf est-ce qu'elles soient destinées à une commercialisation au sein de l'Union européenne. Donc finalement, si elles étaient destinées à cette commercialisation, ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'elles n'étaient plus véritablement en transit. Cette jurisprudence avait entraîné une chute assez significative des saisies douanières et les titulaires ont fait en sorte, en tout cas, ça fait l'objet de beaucoup de crispations. Il y a eu un lobbying en amont qui a été opéré, et à raison, sans aucun doute, mais le fait est que cette disposition dans la directive est sans doute la disposition qui a fait l'objet de plus de crispations, notamment de la part des Anglais, parce que les Anglais, vous le savez, se veulent être une plateforme de libre-échange un peu à la manière de Singapour, et c'est vrai que sanctionner le transit, ça peut remettre en cause cette approche. Alors, s'il y a eu des crispations en amont, chose assez étonnante, le Royaume-Uni, en dépit du Brexit, a transposé assez rapidement la directive, en tout cas dans les délais, à peu près dans les délais, et a transposé cette disposition. Alors, évidemment, vous le voyez, on change le paradigme, c'est-à-dire qu'un produit qui provient d'un pays tiers à destination d'un autre pays tiers, eh bien, qui passe par la France, c'est un produit en transit, et ce transit sera désormais sanctionné, et ce, sans que le produit soit mis en libre pratique. Donc, vous voyez, on s'affranchit de la notion d'usage dans la vie des affaires ici. Alors, le texte est conforme à peu près à l'article 10, paragraphe 4 de la directive. Pas de référence à la notion d'usage à titre de marque, on va y revenir juste après. Je ne suis pas totalement d'accord sur ce point, mais c'est vrai qu'on ne fait pas référence de manière expresse aux différentes conditions que nous connaissons. C'est un texte qui est extrêmement favorable aux titulaires, mais c'est un texte qui, malgré tout, génère quelques questions. Alors tout d'abord, le texte français semble avoir une portée un peu plus large que le texte européen. Dans la directive, on vise des produits qui portent sans autorisation une marque qui est identique. Alors que dans l'article L713-3-2,
On vise les produits qui sont revêtus d'un signe identique. Ça signifie quoi? Ça signifie que potentiellement, le texte pourrait être applicable à d'autres signes distinctifs. On pourrait imaginer un produit qui porte la marque d'autres, enfin qui porte une marque et qui porte à titre de nom commercial ou plutôt de dénomination sociale derrière, vous savez, en tout petit SA, etc., qui pourrait finalement être sanctionné sur la base de ce texte. Et justement, je pense qu'une telle approche n'est pas recevable, n'est pas souhaitable, mais surtout ne sera pas recevable parce que, encore une fois, le texte doit être appréhendé, apprécié à la lumière du texte européen. Et finalement, le texte européen vise un usage à titre de marque. Donc, si vous souhaitez sanctionner ou voir sanctionner au titre du transit un autre signe distinctif qu'une marque, il faudra, je pense, démontrer que le signe qui est apposé sur le produit soit perçu comme étant une marque. Donc là, il y aura quand même un enjeu. Je pense que cette petite erreur de plume pourrait amener quelques hésitations jurisprudentielles. Ensuite, vous avez un autre aspect qui mérite quelques questions, en tout cas qui mérite de se pencher dessus, c'est la formule « un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels ». Alors évidemment, on parle dans un premier temps de la reproduction à l'identique, du signe qui est reproduit à l'identique, de la marque qui est reproduite à l'identique, et puis un signe qui finalement ne serait pas distingué dans ses aspects essentiels. Qu'est-ce qu'on entend par aspect essentiel? Est-ce que cela signifie qu'on est à mi-chemin entre la reproduction à l'identique et le risque de confusion, c'est-à-dire finalement quelque chose qui nous renvoie à 2003 avec l'arrêt Arthur et Félicie LTJ diffusion, où on a des modifications qui seraient extrêmement mineures, et donc à partir de là, on serait sur une reproduction non pas à l'identique, mais quasi à l'identique, et donc ça permettrait d'actionner cet article, ou alors, ne pourrait-on pas considérer, et là ça serait un peu plus large, et je pense que c'est quand même l'idée du texte, est-ce qu'une imitation grossière reprenant les éléments les plus essentiels de la marque antérieure ne pourrait pas également être sanctionnée? Je suis allé reprendre quelques exemples sur un compte Twitter dont j'ai perdu le nom et vous m'excuserez, c'est Copycraft ou je ne sais plus lequel, où justement vous voyez un certain nombre d'exemples. Vous le voyez pour Polystation. Polystation, est-ce que ce type de produit qui serait en transit, est-ce que ça pourrait justement être sanctionné? Alors, Nike avec les deux virgules, vous avez quelque chose qui ressemble à des Pringles, vous voyez, Prongles. On peut se poser la question, mais c'est vrai que si on a une approche qui est stricte et qui finalement fait considérer que aspect essentiel, c'est très proche de la reproduction à l'identique, et bien dans ce cas-là, je pense qu'on ne pourrait sans doute pas appliquer le texte à des imitations grossières, alors que dans ces aspects essentiels, c'est quelque chose qui pourrait s'avérer finalement être un peu plus inclusif. Ensuite, toujours sur le transit, l'article que nous venons d'évoquer renvoie au début de cette disposition à l'article L716-4-4. Et en fait, il faut lire la disposition qui sanctionne le transit à la lumière de cette disposition qui apporte un tempérament justement à cette sanction du transit. Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement 608-2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L713-3-2, si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. Alors, cette disposition, elle est quand même extrêmement intéressante. Elle est intéressante parce que, sans remettre en cause un principe que vous connaissez tous, eh bien, à savoir le principe de territorialité, eh bien, ce texte s'affranchit du dogme de la territorialité. Il s'affranchit de la territorialité parce que justement, pour apprécier la contrefaçon en France, il faudra déterminer si dans le pays de destination, il y a eu une atteinte ou il y avait potentiellement une atteinte. Vous le voyez, le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. Donc, il appartiendra au juge français. Là, c'est bon, non ? Dans ce type d'hypothèse, il appartiendra au juge français dans ce type d'hypothèse d'appliquer en quelque sorte la loi étrangère afin de déterminer si, au regard de cette loi étrangère, il y avait une atteinte dans le pays de destination. Et si, in fine, on arrive à démontrer qu'il n'y a pas d'atteinte, et bien dans ce cas-là, le transit en France ne sera pas sanctionné. Donc vous le voyez, ça, sans remettre en cause, encore une fois, parce que ça ne l'annihile pas, ça s'affranchit du principe de territorialité, et c'est quand même quelque chose d'assez
intéressant. Ensuite, passons au deuxième délit qui nous intéresse, donc les actes préparatoires visés à l'article L713-3-1 qui fait écho, qui transpose l'article 11 de la directive marque. Alors ce texte, vous l'avez sous les yeux, je ne vais peut-être pas le relire, permet de sanctionner, donc comme son nom l'indique, des actes préparatoires, des actes qui sont en amont de l'acte de contrefaçon final. Ce texte peut être lu de deux manières. Vous pouvez avoir une approche stricte qui a un intérêt malgré tout pour le titulaire de la marque, ou alors vous pouvez avoir une approche beaucoup plus large, et je ne suis pas sûr que c'était l'idée du législateur européen, mais si on adopte cette approche large, eh bien, cela peut s'avérer extrêmement intéressant pour les titulaires de marque. Alors, pour reprendre le texte très rapidement, c'est finalement, je vais quand même le lire parce qu'il y a quand même quelques éléments intéressants, lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ces droits, donc on pourra y revenir, un risque d'atteinte à ces droits, en application des articles que nous avons vus précédemment, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnement, d'étiquettes, de marquage, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire, petit 1, l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au premier alinéa, petit 2, l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports. Alors, comment interpréter ce texte ? On peut avoir, comme je vous l'ai dit, une interprétation stricte et finalement, on pourrait appliquer ce texte aux contrefacteurs qui finalement seraient sanctionnables à toutes les étapes qui seraient préalables à l'acte de contrefaçon finale, finalement à l'acte de mise sur le marché, à l'acte de reproduction qui serait suivi d'une offre de vente. On pourrait imaginer voilà, le contrefacteur qui confectionne son étiquette avant même que cela soit apposé sur le produit. On peut imaginer le contrefacteur qui confectionne un contenant, etc., etc. Et il est pris la main dans le pot de miel, il est attrapé par la brigade et on pourrait envisager de le sanctionner en amont de tout acte effectué dans la vie des affaires ou effectué à titre de marque susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. L'intérêt ici, ça serait de permettre aux titulaires d'agir plus tôt pour éviter un préjudice plus grand. Mais vous en conviendrez, une telle approche serait finalement assez, non pas inutile, mais elle serait assez limitée finalement quant à sa portée, quant à son utilité pour les titulaires de marque. C'est la raison pour laquelle on peut et on devrait, j'espère, adopter une interprétation plus large, ce qui permettrait de sanctionner tous les intermédiaires opérant dans la chaîne de la contrefaçon. Alors, tous les intermédiaires, évidemment, qui rentreraient dans la définition des actes qui sont visés à cet article L713-3. Alors, ce faisant, si on adopte une approche large, une interprétation large, ça serait un moyen de consacrer en droit des marques la contrefaçon par fourniture de moyens. Vous le savez, l'usage dans la vie des affaires exclut, enfin la notion d'usage dans les affaires et la définition qu'on lui donne exclut la contrefaçon par fourniture de moyens. Je vous renvoie à l'arrêt Google AdWords. Dans cet arrêt, il avait été précisé que l'usage dans la vie des affaires opéré par le tiers, c'était un usage qui était fait dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dès lors, Google, intermédiaire technique qui vend des mots-clés au profit d'annonceurs qui peuvent être des annonceurs portant atteinte à un droit de marque antérieur, eh bien Google ne fait pas usage dans la vie des affaires de la marque d'autrui et par conséquent pourrait échapper aux sanctions au titre du droit des marques. Je vous renvoie également à un arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2011, une affaire Red Bull, où il avait été précisé qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel il a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit en vertu de l'article 5.1b de la directive marque. Alors, le texte actuel, je pense, n'aurait pas vocation à remettre en cause cette jurisprudence du 15 décembre 2011. Par contre, on peut s'interroger plus généralement, encore une fois, sur la fourniture de moyens, puisque, encore une fois, l'usage dans la vie des affaires empêche la contrefaçon par fourniture des moyens. Alors, le texte
malheureusement, n'est pas suffisamment clair, n'apporte pas toutes les réponses. Déjà, d'une, qu'est-ce qu'on doit entendre par risque d'atteinte à ces droits? C'est quelque chose voilà, qui est pour le moment assez flou. Ensuite, s'agissant des intermédiaires sanctionnés au titre du droit des marques, quels sont les intermédiaires? Alors, le texte vise vraisemblablement des intermédiaires physiques. Hein, on parle de conditionnement, on parle d'étiquette, on parle de dispositifs de sécurité, etc., etc., mais aussi de tout autre support. Le texte vise la formule tout autre support. C'est assez inclusif. Et pourquoi pas envisager des supports numériques? Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, pourquoi ne pas envisager la responsabilité des intermédiaires techniques? Alors, ça serait peut-être excessif, ça serait peut-être contraire à la LCEN, à la directive e-commerce, mais est-ce que ça ne serait pas dans la logique actuelle où on pourrait engager la responsabilité des prestataires techniques par branche, comme c'est le cas, et là je reste très prudent parce que je ne suis absolument pas spécialiste de la question, mais n'est-ce pas le cas pour le droit d'auteur avec la directive d'Amun et son article 17? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une responsabilité par branche envisagée dans le cas du droit des marques grâce à cette disposition? Alors on pourrait me dire, oui, mais on vise encore la notion d'usage dans les des affaires, donc ça exclut cette contrefaçon par fourniture de moyens. Le texte tel qu'il est rédigé, l'usage dans les des affaires dont il est fait mention, c'est l'usage dans les des affaires justement des supports, des conditionnements, des étiquettes, etc., etc. Donc c'est l'usage finalement que le tiers ferait des supports qu'il proposerait aux contrefacteurs. Et puis enfin, autre élément à préciser, c'est évidemment l'absence de référence à la bonne ou à la mauvaise foi, de la connaissance de cause. C'est vrai que là, ça a l'air très, très inclusif, ça a l'air d'englober à peu près tous les intermédiaires sans distinction, et ça pourrait s'avérer dangereux pour ces différents intermédiaires. Donc, à voir quelle interprétation sera donnée à cette disposition, interprétation stricte ou, à l'inverse, interprétation large. Et puis, pour terminer, je serai assez bref sur cet élément, un point sur l'article L713-3-4, l'usage dans un dictionnaire. Alors, lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire sous forme imprimée ou électronique donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante, si l'ouvrage est imprimé, qu'il s'agit d'une marque enregistrée. Donc, cette disposition qui était absente de la directive 8904, mais présente par contre dans le règlement sur la marque communautaire, à son article 10, sauf erreur de ma part, eh bien, permet de lutter contre une chose que vous connaissez, c'est la dégénérescence de la marque, et on vise uniquement l'usage dans des encyclopédies, dans des dictionnaires. Alors, bon, c'est quelque chose que vous connaissez. Quid de l'action du titulaire? Est-ce qu'il pourrait agir en contrefaçon si, par extraordinaire, l'éditeur du dictionnaire ou l'encyclopédie eh bien, ne s'exécute pas, c'est-à-dire ne s'exécute pas dans l'immédiat ou alors dans l'édition suivante en faisant apparaître le fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée? Ça ne sera pas une action en contrefaçon. C'était la solution traditionnelle qui était retenue par les juges, fort heureusement, parce que justement, l'usage dont il est fait mention ici, ce n'est pas un usage au sens du droit des marques, usage à titre de marque, usage dans les affaires qui portent atteinte aux fonctions. Donc, très naturellement, on s'orientait vers la responsabilité civile de droit commun. Et cette solution est consacrée par ailleurs à l'article L716-4, puisque l'atteinte portée au droit de marque, susceptible d'être sanctionnée dans le cadre d'une action en contrefaçon, eh bien, les atteintes en question, ce sont les atteintes qui sont visées à l'article L713-2, à l'article L713, jusqu'à l'article L713-3-3, et donc, vous le voyez, on exclut l'article L713-3-4. Alors, pour conclure, vous le voyez, j'en ai terminé, on a essayé de faire un tour d'horizon. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, on peut retenir, comme je l'ai dit d'ailleurs à titre introductif, que nous sommes sur des dispositions qui sont plus conformes aux dispositions européennes. Des interrogations demeurent, notamment par rapport au dépôt. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que la Cour de cassation, encore une fois, qui ne se prononce pas non plus toutes les semaines sur le sujet, reviendra sur sa jurisprudence? Est-ce que finalement la jurisprudence du TGI de Paris sera actée une bonne fois pour toutes? Donc ça, c'est vraiment peut-être très franco-français comme approche. Et puis, vous avez ensuite les nouveaux délits, des nouveaux délits qui sont évidemment plus favorables aux titulaires, mais des éclaircissements seront attendus sur le transit, vous l'avez vu, notamment par rapport à la portée de l'atteinte, qui semble peut-être plus large et trop large malheureusement en droit français, et puis surtout par rapport aux actes préparatoires qui a vocation à mieux sanctionner, à mieux appréhender les actes de contrefaçon,
mais encore une fois, une interprétation du texte sera nécessaire. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Yann, un grand merci pour ton intervention. Il y a beaucoup de questions, mais d'abord, on salue l'arrivée du professeur Passa et on est ravis que ces petits problèmes techniques soient réglés. Autre sujet, parce qu'il y a plein de questions sur ce point, il y a une difficulté sur le Facebook Live. Rassurez-vous, la conférence est enregistrée et elle repassera sur le Facebook Live un tout petit peu plus tard. Je suis vraiment désolé pour ce problème technique. Et aujourd'hui, Yann, il y a quelques questions. D'ailleurs, on salue, j'ai des messages d'Istanbul, des messages de Beyrouth. Donc voilà, c'est une conférence worldwide. J'ai une question, Yann, pour toi et merci pour ton intervention. Isabelle Leroux, que je salue, qui te demande, Yann, bonjour, s'il n'est pas fait référence à l'usage s'agissant du transit, n'est-ce pas volontaire dès lors qu'il n'y en a pas fait d'usage, dès lors qu'il n'y en a fait pas usage dans le cas du transit, à défaut cette introduction n'aura aucun intérêt à défaut de pouvoir être mise en œuvre. Non, mais c'est une réalité, effectivement. On s'affranchit. C'était quand même tout l'enjeu. Hein. Pourquoi le transit n'était pas sanctionné? Parce que justement, ce n'était pas mis en libre pratique et donc il n'y avait pas d'usage. Donc le texte devait effectivement s'affranchir des conditions traditionnelles que nous connaissons. Donc la référence notamment à l'usage dans la vie des affaires. Par contre, s'agissant de la notion d'usage à titre de marque, comme je l'ai précisé, le fait finalement que le texte européen vise la reproduction à l'identique d'une marque, là, vraisemblablement, on s'apparente à un usage à titre de marque. C'est-à-dire que le signe, il faut qu'il soit potentiellement utilisé à titre de marque par la suite. Et c'est vrai que du coup, en droit français, on vise les signes. Donc, en général, c'est peut-être un peu trop large et ça ne correspond pas, d'une part, à la lettre du texte et potentiellement donc à l'esprit du texte. Donc là, ça méritera peut-être des éclaircissements. Il y a une question de Julien Horn qui est un peu longue, si tu veux la lire en parallèle à 10h04 ou la relire, qui te dit si le simple dépôt d'une marque identique ou similaire à une marque antérieure ne constitue plus un acte de contrefaçon, le titulaire de cette marque antérieure peut-il encore demander en référé une mesure d'interdiction afin de prévenir une atteinte imminente selon l'article L716-4-6, dès lors que ce dépôt peut être perçu comme un acte préparatoire à une utilisation contrefaisante dans la vie des affaires que le titulaire de la marque antérieure peut légitimement souhaiter empêcher. Le référé interdiction est ouvert à… Voilà. Est-ce que tu as peut-être un… C'est une bonne question, c'est extrêmement technique. J'aurais plutôt tendance à dire que non. Évidemment, est-ce qu'on peut considérer le dépôt comme étant un acte préparatoire? C'est vrai que je me souviens d'une décision de la Cour d'appel de Paris qui avait été commentée à la FM2 il y a quelques années de cela, où il avait été évoqué le caractère imminent finalement de l'usage résultant du dépôt. Pourquoi pas? Après, le dépôt, ça peut être aussi quelque chose de purement une marque barrage, quelque chose de purement factuel pour faire peur un peu à X ou Y. On n'a aucune volonté de l'exploiter. Encore une fois, moi, je pense que l'action qui doit être privilégiée, c'est l'action en nullité, qu'on fasse bien la part des choses. Vous avez un dépôt, eh bien, opposition ou nullité en cas d'enregistrement. L'interdiction provisoire, les injonctions, de manière générale, c'est quand même lié à l'action en contrefaçon. Donc, dès lors qu'on n'a pas d'action en contrefaçon, on n'a pas vocation à partir sur le terrain de ces différentes injonctions. Alors, je ne sais pas si Jérôme souhaite… J'ai une question, on fera peut-être finir les questions pour toi, Yann. Philippe Alès qui indique sur la possibilité de poursuivre les intermédiaires sur l'article L713-3-3. L'arrêt Amazon de la CJUE du 2 avril 2020 exclut l'atteinte au droit des marques, mais renvoie le demandeur à recourir notamment à la directive e-commerce, mais aussi à la directive de lutte contre la contrefaçon, et notamment l'article 11 qui invite à s'interroger sur l'article L713-3-3, mais aussi, à mon sens, à l'article L716-4. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une question qui permet de demander des mesures? Bon, excusez-moi, mais c'était pas vraiment une question, c'était effectivement, alors, cet arrêt Amazon est quand même très intéressant. Il est très intéressant. Après, il ne faut peut-être pas lui donner l'importance qu'on a voulu lui donner, notamment suite aux conclusions de l'avocat général. À titre personnel, je trouve que la question était assez mal posée. On est parti sur le terrain du droit des marques. Le problème, c'est évidemment le problème de la marketplace. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a effectivement un support, etc. On peut se poser la question aujourd'hui de l'applicabilité du texte que
qu'on vient d'évoquer ensemble. Mais vraisemblablement, l'autre enjeu, c'était quand même le fait qu'Amazon avait dans ses locaux les différents produits et que c'est Amazon qui a envoyé les produits. Dans cette hypothèse-là, enfin moi je trouve qu'on est vraiment dans une hypothèse d'hébergeur ou plutôt d'intermédiaire, mais qui ne voilà. Est-ce qu'on viendrait de finalement sanctionner la Poste parce qu'elle a fait circuler des produits contrefaisants? Bon, voilà, c'est peut-être un peu excessif comme approche, mais on est vraiment dans l'hypothèse des tuyaux et on n'a pas vocation à sanctionner nécessairement les tuyaux. Par contre, sur l'usage en tant que marketplace, c'est-à-dire fournir un support, quel qu'il soit, pour justement opérer la contrefaçon, et donc, vous voyez, le support conditionnement, étiquette, etc., assurer la publicité, c'est quand même l'enjeu des marketplaces. Là, je pense qu'on peut se poser la question. Après, encore une fois, les conclusions de l'avocat général étaient quand même extrêmement particulières parce que l'avocat général était dans une volonté de voir sanctionner Amazon, mais de manière assez étrange parce qu'on avait à la fois du droit des marques, on avait à la fois la directive e-commerce, on ne voyait pas trop où l'avocat général souhaitait arriver, aller, et puis finalement on a eu cette décision qui me semble pas contestable en l'état du droit positif au moment où la question a été posée. Encore une fois, il faut avoir ça en tête. Il n'est pas exclu que les marketplaces, que Google, etc., soient actionnés sur la base de cet article 11 des actes préparatoires. Alors, j'ai bien conscience que l'approche, elle est peut-être un peu excessive, elle est peut-être trop large, mais si on devait adopter une approche trop limitée, eh bien, ça priverait peut-être d'effets utiles la disposition en question. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre quelle était la volonté du législateur européen. Alors, pour en avoir discuté un peu à droite à gauche, vraisemblablement, on était plutôt sur une approche stricte, soyons très clairs. Et puis d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de référence à la bonne ou mauvaise foi, ça peut être aussi un indice. Mais voilà, pourquoi ne pas tenter le coup? Et puis on n'est pas à l'abri aussi d'une interprétation de la Cour de justice qui soit favorable au titulaire de la marque. C'est sûr que tout ça va ouvrir la porte à des questions préjudicielles multiples, puisque la confrontation entre la directive commerce électronique et le nouveau droit des marques va immanquablement survenir. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi de saluer évidemment le professeur Passa. Bonjour Jérôme, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et Patrice, avocat au barreau de Paris, que chacun connaît, je vais te passer la parole. Et je rappelle également que tu es membre du comité de rédaction de la célèbre revue Propriété intellectuelle, à laquelle tu contribues depuis l'origine, et tout le monde t'en remercie également par mon intermédiaire. Donc, je te laisse la parole sur les exceptions au droit de marque, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci Fabienne. Alors, je vais essayer de faire fonctionner le PowerPoint. Voilà. Voilà, je vous prie de m'excuser, je suis pas très à l'aise avec ces engins. Mais prends ton temps. Voilà. En principe, ça devrait fonctionner. Donc, j'en profite d'abord pour remercier l'Ordre des avocats d'organiser ce séminaire, mais évidemment, la COMPI, c'est deux présidents, Pierre Hoffman et Fabienne Fagenbaum, qui est présidente de cette session, Yann Bazir et le CEPI tout entier, dont j'apprécie l'énergie à nous permettre de communiquer et de tenir ces conférences en dépit des circonstances. Mon sujet, c'est donc les exceptions au droit de marque au sein du nouveau droit des marques. Et je voulais, sur le plan du contenu, ça pouvait concerner l'épuisement du droit et, me semble-t-il également, évidemment, les différents cas de figure de ce qu'on peut appeler exception ou limitation. J'y reviendrai juste après. L'épuisement du droit,
je l'élimine immédiatement, si je puis dire, du périmètre, parce que, en définitive, l'article 15 de la directive et sa transposition par l'article 713.4, me semble-t-il, n'a pas changé quoi que ce soit au contenu de l'épuisement du droit. On peut simplement noter et saluer le fait que l'ordonnance de 2019, en transposant, a pris la précaution de parler non seulement de la mise sur le marché dans l'Union européenne, mais également au sein de l'espace économique européen, ce qui est plus précis. Et donc, nous sommes meilleurs même que la directive sur ce plan-là. J'en viens donc à l'essentiel de ce que je souhaitais présenter, qui sont effectivement les différents cas de figure de ce qui peut être exception, limitation, c'est ce que l'on va voir. Deux observations liminaires. Donc, l'article 14 de la directive qui prévoit les exceptions ou limitations au droit de marque a été transposé dans l'article 713.6. Nous avons ici un avantage considérable par rapport à d'autres sujets qui seront abordés pendant ce séminaire, c'est que nous avons gardé la même numérotation. On ne sera pas obligé à chaque fois d'aller chercher un tableau de concordance comme nous le faisons si souvent en ce moment, par exemple avec le Code civil, pour savoir où est-ce que nous en sommes. Je note deux observations liminaires. La première, et c'est amusant parce que finalement ça va à l'inverse de ce que disait tout à l'heure Yann à propos du droit d'interdire, de la définition du droit d'interdire que confère la marque. Ici, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que dans l'ancienne phraséologie de l'article 713.6, on parlait de l'enregistrement d'une marque qui ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe. Alors qu'aujourd'hui, dans la nouvelle rédaction, on parle du fait que la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire, et donc je trouve que c'est une démarche qui, en droit français, fait que peut-être aujourd'hui nous acceptons d'admettre que le droit des marques n'est pas véritablement un droit de propriété intellectuelle. J'ai coutume de dire que le droit de propriété intellectuelle est devenu de plus en plus, il était propriété et il était intellectuel, mais il est devenu très peu propriété et très intellectuel. Donc c'est une prise en compte du fait que aujourd'hui, ce droit des marques, ça n'est pas le fait que quelqu'un est propriétaire de quelque chose et qu'il faut respecter sa propriété, mais plutôt que on lui a conféré un droit d'interdire, mais que ce droit d'interdire, il est très encadré. Et il est encadré parce que l'on est dans un principe général de libre circulation des biens et des marchandises et des services. Et c'est donc, je pense, un élément important. La deuxième observation liminaire que je souhaitais faire, c'est sur le titre de mon intervention. C'est toujours facile de critiquer le titre, mais le titre de mon intervention, ce sont les exceptions au droit de marque. L'article 713.6 n'a pas de titre. En revanche, l'article 14 de la directive de 2015, comme l'article 6 qui lui précédait dans la directive précédente, a un titre, compte un titre. C'est limitation. Donc, je suis plutôt favorable effectivement à l'utilisation du terme limitation plutôt qu'exception. Ça peut paraître un peu, je sais pas, de l'intellectualisme, mais en réalité, ça peut avoir une influence, me semble-t-il, sur les conditions de l'interprétation de ces textes, et on verra qu'il y a quand même il y aura certainement sujet à interprétation, parce que nous avons pour habitude, nous juristes, de considérer que lorsqu'on est en présence d'une exception, elle est d'interprétation stricte, alors que lorsqu'on est en présence de la limite externe d'un droit, parce que je pense que c'est ça dont il s'agit, c'est la limite externe du droit. C'est un peu, j'allais dire, je suis un peu dans mon propos, dans mon exposé, dans mon thème, je suis un peu le côté obscur de la force que vient d'exposer Yann Bazir. Lui, il a exposé ce qu'était le droit d'interdire, et moi je suis en train d'exposer ce que n'est pas, ce que ne peut pas être le droit d'interdire, ou plutôt la manière dont on peut limiter ce droit d'interdire, c'est donc la limite externe du droit. Et dans ce cadre-là, si on l'interprète comme ça, on doit pouvoir utiliser des règles d'interprétation qui sont moins strictes
que si on retient la qualification d'exception. Voilà, ces deux observations liminaires faites. Je voudrais maintenant effectivement étudier les différents cas de figure qui sont à l'intérieur de l'article 713.6 du Code de la propriété intellectuelle et qui ont été donc le résultat de la transposition de l'article 14 de la directive. Sur un plan formel, on constate une différence de structure dans le texte de l'article 713.6 par rapport à l'article 14 de la directive. Ça n'a pas de conséquences véritables, sauf sur un point que j'aborderai à la fin. L'article 14 de la directive est subdivisé en 3 alinéas, premièrement, deuxièmement, troisièmement, alors que dans l'article 713.6, on a regroupé cela en 2 grands pôles, le grand 1, où on présente un certain nombre de cas de figure qui sont l'utilisation par le tiers d'un nom, du nom et de l'adresse, le signe dépourvu de caractère distinctif, et ensuite l'usage de la marque du titulaire. Et puis ensuite, dans un deuxième groupe, le grand 2, on parle de l'exception ou de la limitation constituée par les droits antérieurs de portée locale. Je commence donc par le premier groupe, donc le grand 1, L713.6 grand 1, et par le premier cas qui est prévu dans ce premier groupe, et qui est la question de ce qu'on appelle souvent la question de l'homonymie. Moi, j'ai intitulé ce slide l'anti-Anheuser-Busch, parce que, effectivement, si on se souvient, si on regarde le libellé actuel de la directive, l'article 14, il est assez proche du libellé précédent, celui de l'article 6. On parlait de la possibilité pour un tiers d'utiliser son nom ou son adresse. Arrêtez là. L'article 14 de la directive, donc 2015, la nouvelle, dit on a ajouté la référence à la personne physique. Et en faisant cela, effectivement, ce qu'a voulu certainement le législateur de l'Union, c'est aller à l'encontre de cette jurisprudence du 16 novembre 2004 dans l'affaire Anheuser-Busch. Alors, ce qui est assez amusant, si on regarde ça de notre côté franco-français, c'est que nous, pendant cet entretemps, donc entre l'article 6 ancien de la directive et le nouvel article 14, nous avions un article L713.6 et qui était conforme à la Cour de justice, puisque nous avions, comme vous le voyez dans la partie gauche du tableau, nous avions au-delà de ce qui se trouve à la fin, c'est-à-dire le fait pour un tiers de bonne foi d'utiliser son nom patronymique, nous avions la possibilité également de faire une exception, une limitation pour l'utilisation à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. Donc, l'arrêt Anheuser-Busch de 2004 a dit que lorsque l'article 6 de la directive parle de nom, il n'y a pas de raison de limiter ça à la personne physique et on pouvait parfaitement y intégrer ce qui était relatif à une personne morale et puis d'ailleurs plus largement ce qui était relatif à une activité commerciale. Par exemple, un nom commercial ou une enseigne qui n'est pas nécessairement liée à une personne morale. C'était assez amusant d'ailleurs parce que dans cet arrêt de 2004, il avait été mis en avant le fait qu'il existait une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission disant que au moment de l'adoption de la directive de 1988, qui indiquait qu'il s'agissait bien, la volonté avait bien été de viser la personne physique. Mais la Cour de justice avait dit non, mais cette déclaration conjointe n'a pas de portée juridique, donc nous n'en tenons pas compte et nous allons considérer que ça va concerner également, lorsqu'on fait référence au nom, ça concerne également le nom de la personne morale et par conséquent la dénomination sociale et puis par extension le nom commercial, l'enseigne. Alors c'est intéressant parce que on voit bien que donc l'article 14 de la directive, en précisant personne physique, a bien voulu, j'allais dire, écarter clairement l'arrêt Anheuser-Busch et ça nous aurait épargné beaucoup de travail. Je parle là de l'affaire Céline où finalement la moitié des débats avaient été consacrés à la question de savoir si la société Céline et SARL
titulaire de la dénomination Céline depuis 1950 était en mesure de bénéficier d'une exception pour résister à la demande d'interdiction qui était formée par la société Céline, titulaire de la marque. Et donc, dans ce cadre-là, alors que la question préjudicielle qui avait été posée à la Cour de justice ne concernait que le droit d'interdire, c'est-à-dire que l'article 5, il avait été intégré dans cette question préjudicielle la question de savoir si lorsque l'article 6 petit a de la directive visait le nom, ça ne concernait pas également la dénomination sociale. Maintenant, c'est clair, la dénomination sociale n'est plus concernée. Tout ça a été renvoyé, en principe, dans notre nouveau texte, dans le grand 2, avec une petite exception dont on parlera tout à l'heure. Alors, les applications de ce premier cas, bon, c'est évidemment les cas d'homonymie, les hypothèses où un nom de famille a donné lieu au dépôt d'une marque, et puis par la suite, les porteurs de ce nom de famille entendent pouvoir quand même continuer à utiliser leur nom de famille pour exercer leur activité. En tête, les différentes affaires, Bordas, Inès de la Fressange, quoique c'est un peu particulier cette affaire-là, mais plus récemment, Virginie Tétinger contre CCVC Tétinger, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris de mars 2020 qui est tout à fait intéressant dans l'approche assez souple qui a été adoptée par la Cour. Ce qu'on voit moins bien, me semble-t-il, en tout cas personnellement, c'est le deuxième cas de figure qui est visé, qui est la question de l'adresse. J'ai du mal, effectivement, à trouver un cas de figure où il pourrait y avoir un problème de limitation en raison du fait qu'une marque correspondant à une adresse aurait été déposée. Alors, ça pourrait être peut-être une maison de luxe qui est très connue pour être à une adresse célèbre et qui l'aurait déposée à titre de marque, et puis quelqu'un qui serait titulaire, je ne sais pas, d'un contrat de domiciliation à cette même adresse et qui voudrait pouvoir quand même l'utiliser. C'est quand même un cas de figure assez étroit. On est plus surpris du fait qu'en visant dans ce nouvel article L713-6 le nom de famille, on a exclu, en tout cas on n'a pas envisagé la question des pseudonymes ou des noms d'artistes qui pourront certainement être des cas de figure beaucoup plus fréquemment rencontrés que la question de l'adresse. Alors c'est peut-être dans ces circonstances-là que la question de savoir si on devra faire une interprétation stricte parce que c'est une exception ou une interprétation un petit peu plus, disons, téléologique, un peu plus compréhensive, qu'il pourra être intéressant donc de se référer à ces interprétations finalistes. Le deuxième cas de figure qui est dans l'article 716.3, premier groupe, grand 1, ça c'est une nouveauté, me semble-t-il. Alors, j'ai placé dans ce tableau à droite, le nouvel article 713.6.1 deuxièmement, et à gauche ce qui pourrait être éventuellement des traces de ce qui correspondrait à cela dans l'ancienne rédaction. Le cas de figure, c'est le cas où le tiers utilise des signes ou des indications qui sont dépourvus de caractère distinctif. Ça, c'est l'exception prise de manière générale, la définition générale. Et puis ensuite, on prévoit des cas particuliers ou qui se rapportent donc à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la du service ou à d'autres caractéristiques de ceci. C'est le texte repris à l'identique de l'article 14 de la directive. Il y a peut-être effectivement des petits ersatz dans l'ancienne rédaction de l'article R713.6. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit véritablement nécessaire à la destination. Ce n'est pas le cas parce qu'on va voir qu'elle existe encore ensuite. L'indication géographique qui peut faire peut-être référence à la provenance géographique, mais on va voir qu'elle a été supprimée dans la fin de l'article. Donc, je pense que là, on est vraiment en présence d'une modification substantielle
de nos définitions de limitation avec un champ d'application très large, parce que nous avons ce cas général d'abord, et puis ces exemples ensuite, mais qui se terminent par ou à d'autres caractéristiques de ceci, ce qui est véritablement une porte ouverte à toutes les interprétations. La question qu'on peut se poser, d'abord, c'est effectivement l'utilité de ce cas de limitation. Si, par hypothèse, le tiers utilise un signe ou une indication qui est dépourvue de caractère distinctif, et que par hypothèse, puisqu'on est dans un cas où le titulaire pourrait éventuellement être en mesure de l'interdire, il faudrait que ça soit identique ou similaire à la marque, ça veut dire que la marque n'est pas valable, puisqu'elle est dépourvue, elle aussi, de caractère distinctif. Donc, on ne voit pas très bien l'intérêt de cela, puisque le défendeur pourrait simplement demander la nullité de la marque à titre conventionnel. Il n'a pas besoin de la limitation pour s'en sortir. Donc, on ne voit pas très bien l'intérêt, me semble-t-il, d'avoir ajouté cela. Mais bon, c'est peut-être trop tard pour s'en plaindre. Pour ce qui est des cas de figure spéciaux, j'allais dire, après le cas général, qui est donc ces signes ou indications qui sont dépourvus de caractère distinctif, on a cette liste, c'est-à-dire la qualité, la quantité, etc. Alors, ça rappelle quelque chose aux juristes en matière de marque, évidemment, ça rappelle la liste équivalente qu'on retrouve à l'article 711.2, troisièmement, sur certains motifs absolus de nullité du signe. Et donc là aussi, pourquoi? Quel est l'intérêt? Puisque par définition, on mettrait de considérer que le signe est nul, et bien le signe étant nul, de toute façon, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on pourrait être dans une situation d'une infraction à celui-ci si on reprend cela. Sauf que, malgré tout, on constate que par rapport à la liste de l'article 711.2, troisièmement, on parle également espèce, qualité, provenance géographique, etc., on ne dit pas que le signe doit être exclusivement constitué de cela. Donc on peut considérer que, en définitive, le cas de figure auquel correspond cette limitation, c'est l'hypothèse où le signe n'est pas constitué exclusivement de la désignation de ses caractéristiques, mais que le tiers, lorsqu'il l'utilise, il va utiliser uniquement la partie du signe qui va être l'indication de ses caractéristiques de destination, de qualité, oui, de destination, de provenance géographique, etc. Et donc, dans ce cas-là, la limitation pourra s'appliquer, et en tout cas, elle aurait une raison d'être. Puis, il y a une deuxième différence par rapport à la liste de l'article 711 de troisièmement, c'est qu'elle se termine par une porte ouverte, puisqu'on dit ou à d'autres caractéristiques. Et alors donc, ça, c'est le champ libre à l'imagination. Et je pense que c'est une concrétisation, une sédimentation peut-être, de la jurisprudence Solterhoff du 14 mai 2002 que personnellement, je n'ai jamais très bien comprise. Mais bon, un jour peut-être, je comprendrai mieux. Voilà le deuxième cas de figure du grand 1 de l'article L716.3. Et puis, le troisièmement de ce groupe, autre limitation, et là, on a à nouveau une porte ouverte, puisque on retrouve certes une bonne partie de ce qui était prévu à l'ancien article 713.6b, qui était la référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire aux pièces détachées. Vous le retrouvez dans la dernière partie droite du tableau, celle qui n'est pas surlignée en jaune. En revanche, on rajoute un chapeau dans lequel on indique de la marque pour désigner ou mentionner les produits ou services comme étant ceux du titulaire de la marque en particulier. Et là, on reprend effectivement ce qui était l'exception de destination précédente. C'est incontestablement, me semble-t-il, un net élargissement du domaine d'application de cette limitation. Le but étant effectivement de prendre en compte la légitimité qui a été reconnue dans un certain nombre de cas par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'usage de la marque d'autrui
Dans la publicité comparative, c'est la Réaude Holding de 2008. Dans les tableaux de concordance, 18 juin 2009, L'Oréal Bellure. Et dans les deux cas, en respectant, à condition de respecter les conditions de licéité de la publicité comparative telles qu'elles ont été décrites par la directive de 2006 et transposées dans notre code de la consommation. Et puis également le cas de l'utilisation ici par l'annonceur. Tout à l'heure, on parlait de l'utilisation par l'opérateur, mais là, c'est l'annonceur dont il s'agit, l'utilisation par l'annonceur des mots-clés déclenchant l'apparition d'annonces publicitaires avec la fameuse saga des arrêts Google, Bergspeste, Porte-à-Cabine, Interflora. Donc, cette limitation concernant la légitimité de l'utilisation de la marque d'autrui, ça vise notamment cela, mais pas seulement cela. Ça peut viser beaucoup d'autres choses, puisque en l'espèce, j'allais dire, l'imagination est au pouvoir. Et on peut se poser, par exemple, la question si on lit le considérant 27 de la directive, qui est celui qui éclaire notre article 14, on voit qu'il y a des cas de figure qui ont été mentionnés dans ce considérant 27 et qui sont l'usage des marques par des tiers à des fins d'expression artistique, l'usage des marques dans le cadre de la nécessité de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression. Et donc, est-ce que ce chapeau de l'article, enfin du troisièmement du grand 1 de l'article L713.6 permettrait également de faire rentrer dans cette limitation donc par la légitimité de l'utilisation de la marque d'autrui, ces cas de figure-là qui ne sont pas visés expressément, mais qui après tout pourraient éventuellement y être intégrés. J'en suis pas certain, dans la mesure où jusqu'ici, lorsque les problèmes, ce type d'usage a été examiné, on l'a toujours éliminé au premier stade, c'est-à-dire au stade de la faculté d'interdire du titulaire de la marque, c'est-à-dire ce qu'exposait tout à l'heure Yann Bazir, parce qu'on considérait que ça n'était pas de toute façon un usage dans la vie des affaires. Et donc, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une interdiction, ben, il n'y a pas à limiter quelque chose qui n'est pas encore interdit. Pardon, j'ai coupé mon micro involontairement. Donc, je ne le pense pas. Mais dans l'hypothèse où on admettrait que finalement ces cas de figure sont également concernés par la limitation, eh bien, finalement, ça ne serait pas forcément une mauvaise chose parce que, et nous le verrons après, nous avons un avantage avec ces limitations, c'est que maintenant, nous sommes certains d'avoir un garde-fou que j'exposerai un petit peu après, qui est la condition d'usage loyal, ou l'équivalent de ce que la directive appelle l'usage honnête en matière industrielle et commerciale. Et finalement, le fait d'avoir ce garde-fou est une bonne chose. Oui, la question de la destination donc, a été maintenue. La légitimité de l'utilisation de la marque pour indiquer la destination du produit ou du service. Mais ça pose une question importante dans la mesure où elle semble faire double emploi avec le cas prévu à l'article précédent, enfin au deuxièmement du grand 1 de l'article L713.6, lorsqu'on parle de l'hypothèse où le signe est utilisé comme caractéristique indiquant la destination. C'est déjà prévu donc, avec une différence considérable, c'est que, à la différence du troisièmement où on vous dit, comme c'était le cas précédemment, que cette référence doit être nécessaire, dans l'alinéa précédent, L713.6.1, deuxièmement, lorsqu'on vous dit que c'est l'utilisation d'une caractéristique indiquant la destination, là on ne dit plus que c'est nécessaire. Et dans cette mesure-là, ça risque effectivement de rendre cette limitation beaucoup plus facile d'accès. Et c'est quelque chose qui va certainement inquiéter, me semble-t-il, inquiéter, par exemple, les constructeurs automobiles, puisqu'on sait que
dans ce domaine-là, par exemple, cette question de l'indication de la destination a été souvent débattue lors de l'utilisation des marques du constructeur automobile pour pouvoir désigner des pièces adaptables lorsqu'elles sont tolérables. Et à ce moment-là, on s'est demandé, la question de la nécessité faisait qu'on interprétait cette exception ou limitation de manière stricte en indiquant qu'il fallait véritablement que ça soit indispensable pour pouvoir indiquer à quel produit la pièce détachée compatible était destinée. Et par exemple, on ne pouvait pas reproduire le losange de Renault, parce que c'est pas particulièrement nécessaire si vous avez de toute façon la possibilité d'indiquer le modèle auquel est concernée la pièce. Donc là, on a à nouveau, me semble-t-il, une porte ouverte, puisque la nécessité va disparaître. Un point au passage qui a été noté lors des précédentes sessions, c'est la disparition dans l'article L736 ancien de la limitation qui était relative à l'indication aux indications géographiques qui correspondait effectivement à un ajout apporté par la loi Hamon du 17 mars 2014 sur les indications géographiques. Disparition dans notre nouvel article L713.6. Et là, effectivement, lors de la précédente session, Yann Bazir a eu la gentillesse de poser la question à Caroline Le Goffy, qui est une spécialiste incontestée de ces questions, en disant mais est-ce que vous avez une explication, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a supprimé cette référence? Et je suis très heureux parce que effectivement, Caroline nous a dit qu'elle était perplexe, qu'elle regrettait cette disparition, mais qu'elle ne se l'expliquait pas. Donc je partage cette perplexité avec peut-être quelques observations. Bon, finalement, ça ne concernait que les indications géographiques des produits artisanaux et industriels, pas les d'autres. C'est déjà donc une limitation des conséquences. Je ne crois pas qu'on puisse voir dans la référence à la provenance géographique qui se trouve à l'article 713.6.1, deuxièmement, un équivalent, ça ne suffirait pas. La provenance géographique, c'est autre chose que l'indication géographique. Alors, je sais bien que tout à l'heure, on a mentionné le fait que parfois les termes sont un peu approximatifs. Lorsqu'on parle des fonctions de la marque, par exemple, en parlant de provenance, je crois, une appellation de provenance, c'est assez curieux. Enfin. Et puis, on peut se demander ce qui se passe de l'exception qui se trouvait à l'intérieur de l'exception pour les marques qui, compte tenu de leur renommée et de leur notoriété, sont dès l'origine exclusives de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit. Donc là, on a effectivement une question peut-être que des intervenants, enfin des participants pourront nous éclairer sur la raison de cette suppression. Et j'en viens au garde-fou dont je parlais tout à l'heure. Le garde-fou, c'est effectivement la référence aux usages loyaux du commerce que nous avons intégré dans l'article L713.6 nouvellement rédigé à la suite de l'ordonnance et qui est l'équivalent donc de ce que dans la directive on appelle les usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, qu'on a traduit par usages loyaux du commerce. Je note une particularité. Et là, je reviens donc à la structure différente de l'article 713.6 par rapport à l'article 14, c'est qu'on a placé cette référence aux usages loyaux du commerce en exergue. Donc moi, j'y vois une volonté, peut-être que c'est un peu poussé, mais j'y vois une volonté du législateur français, si on peut parler de législateur, d'en faire un guide, une étoile polaire, de l'interprétation de ces limitations. Certes, il y a des limitations, mais à condition qu'elles soient encadrées par les usages loyaux du commerce, c'est-à-dire, on va voir de quoi il s'agit. Alors, c'est pas particulièrement nouveau. Certes, ça n'était pas mentionné dans la rédaction précédente de l'article 713.6, mais en droit positif, la jurisprudence l'avait intégré parce qu'elle interprétait l'article 713.6 à la lumière de l'article 6 précédent de la directive, et par conséquent,
tenait compte des usages loyaux du commerce. Par exemple, pour les pièces détachées automobiles, j'ai cité là un arrêt de la Cour de toujours très proche du droit en matière de propriété intellectuelle. Donc là, on voit même la Chambre criminelle nous dit le 15 juin 2011 qu'il faut respecter les usages honnêtes en matière industrielle et commerciale lorsque on interprète ces limitations. Alors nous, on parle d'usages loyaux. Je pense que la différence n'a pas de conséquence. Qu'est-ce que c'est ? Les usages loyaux, ça doit être considéré, ça doit être interprété comme une obligation de loyauté à l'égard du titulaire de la marque. C'est ce que nous dit la Cour de justice. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça. C'est une obligation de loyauté à l'égard du titulaire de la marque, et donc ces limitations ne doivent pas entraîner des comportements qui seraient de nature à ne pas être loyal à l'égard du titulaire de la marque. Les exemples de non-conformité, ils ont été donnés par la jurisprudence, donc on n'aura pas de difficulté à les conserver à l'esprit. C'est les hypothèses, elles sont toutes visées dans l'arrêt Gillette, où finalement la manière dont le signe est utilisé fait que, en dépit de la limitation acceptée, eh bien, il crée l'idée d'un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque. Il fait le cas où cet usage affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif. C'est le parasitisme. Il entraîne le discrédit ou le dénigrement de la marque. Là, c'est le ternissement. Et puis le cas où finalement la manière dont le tiers l'utilise, dans le cadre de cette limitation acceptable, la façon dont le tiers l'utilise n'est pas loyale dans la mesure où il présente son produit comme une imitation, une reproduction du produit revêtu de la marque. Donc, ça me paraît très important de conserver cela à l'esprit et de se dire que nous avons placé ça comme étant un principe directeur d'interprétation de ces limitations. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que cela ne concerne que le premier groupe de limitations de l'article 713.6, celle qu'on vient de voir, et pas le deuxième groupe, ou le dernier exemple, qui est l'utilisation des droits antérieurs à portée locale. Parce que c'est la même chose dans la directive. Dans la directive, cet aspect de respect des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale se retrouve au deuxièmement, et puis ensuite on passe au troisièmement sur les usages des droits antérieurs. Et là, on a l'impression que ça n'est pas gouverné par ce même principe d'interprétation. Je ne comprends pas la raison. Mais peut-être vous m'apporterez des éclaircissements là-dessus. Donc le dernier point, c'est les signes concurrents de portée locale. Donc c'est l'organisation d'une coexistence entre la possibilité pour un tiers de continuer à utiliser des signes concurrents s'ils sont antérieurs, mais à la condition qu'ils soient de portée locale. Je constate, et peut-être est-ce une question idiote que je me pose, mais il n'y a pas de question idiote. Pourquoi est-ce que ça n'est pas prévu dans le règlement sur la marque de l'Union européenne? Je trouve ça curieux. Et là, je serais très intéressé d'avoir vos éclairages sur cet aspect. C'est dans la directive, c'est pas dans le règlement. C'est donc dans notre article L713.6 grand 2, avec une rédaction différente. Là, contrairement à ce qui s'est passé à peu près pour le premier groupe, où on est resté assez collé à l'article 14 de la directive, là, on s'en est éloigné, dans la mesure où l'article 14 de la directive donne une définition assez générale du droit antérieur de portée locale. Il parle du droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu. Alors que dans notre article 713.6.2, donc de transposition, nous avons visé spécifiquement le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine de portée locale lorsque cet usage est antérieur. Alors, bien sûr, une absente, un périmètre spécifique, et puis une absente incontestable, c'est la dénomination sociale. La dénomination sociale n'est pas reprise à cet endroit. Elle était prévue, on l'a vu tout à l'heure, dans l'ancienne rédaction de l'article 713.6a, avec un traitement identique à celui du nom commercial et de l'enseigne. Et là,
on évacue la dénomination sociale. Elle est pourtant visée, c'est ça que je trouve curieux, dans les actes que le titulaire de la marque est en mesure d'interdire. C'est l'utilisation, effectivement, du signe dans une dénomination sociale lorsqu'elle va finalement laisser penser au public qu'il y a un lien commercial avec le titulaire de la marque. C'est prévu dans la liste de l'article 713.3.1 que Yann a exposé tout à l'heure. Pourquoi ne la vise-t-on pas dans les limitations en admettant que finalement l'usage antérieur, c'était finalement la question centrale de l'affaire Céline d'ailleurs. Je n'ai pas d'explication à cela, je serais content d'en avoir. À côté de cette absente, eh bien, il y a en revanche une nouveauté, c'est le nom de domaine. Et le nom de domaine, lui, en considérant qu'il est à portée locale. Alors, moi j'ai un peu de mal effectivement avec la notion de nom de domaine à portée locale. Et là, à nouveau, Yann Bazir a donné des éléments lors de la première séance de ce séminaire sur une question de Florence Andréani qui disait « Moi, je ne comprends pas très bien ce que ça peut être, un nom de domaine à portée locale. » Il indiquait que finalement, nom de domaine à portée locale, eh bien, si on regarde le site auquel ce nom de domaine permet d'avoir accès, eh bien, si sur ce site on s'aperçoit qu'il y a des éléments permettant de montrer qu'il a simplement une portée locale parce que, par exemple, il y a des livraisons uniquement dans le département ou deux départements ou une région, eh bien, on considérera que le nom de domaine, oui, effectivement, c'est un moyen, mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi à ce moment-là on ne fait pas la même chose pour la dénomination sociale. Peut-être que la dénomination sociale, la raison pour laquelle elle a été exclue, c'est parce que généralement, une dénomination sociale, elle a une protection nationale. Mais c'est la même chose, il peut y avoir une dénomination sociale dont l'exploitation est finalement limitée au quartier ou au département. Je ne comprends pas cette distinction entre les deux. Et puis surtout, je vois mal comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça lorsque vous avez un nom de domaine qui, dans un premier temps, est effectivement exploité sur un site à portée locale et qui, puis chemin faisant, il est exploité de manière beaucoup plus large. À quel moment on considérera que la limitation n'est plus possible? Ça sera relativement difficile, me semble-t-il, à mettre en œuvre. Dernier élément que je voulais signaler, mais il est connu, on a supprimé la possibilité qui était prévue dans l'ancien de limiter ou d'interdire, malgré tout, même lorsqu'on est dans ces cas de limitation, la possibilité pour le juge d'aller en quelque sorte réglementer quand même l'usage par ce tiers du signe qui normalement aurait dû permettre au titulaire de la marque de le voir totalement interdire. C'est un peu dommage parce que je suis toujours pour un pouvoir du juge qui apporte de la souplesse à l'application des textes. Et bon, alors la seule raison qu'on peut trouver à cela, c'est que on la trouve dans le rapport d'ailleurs de présentation de l'ordonnance au président de la République, ça serait que ça n'était pas prévu par la directive, donc on ne l'a pas transposé. Eh bien, on aurait pu garder peut-être cette particularité franco-française, mais c'était pas convenable sans doute. En conclusion, de manière générale, ce nouveau texte, c'est une extension considérable, me semble-t-il, des limitations, en particulier en créant ces cas généraux. Alors, ils n'ont pas toujours une portée considérable. Par exemple, effectivement, la référence à la possibilité d'utiliser le signe qui n'a pas de caractère distinctif, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Enfin, en revanche, il y en a d'autres qui sont plus gênantes. On voit donc des cas généraux qui se généralisent. Je ne suis pas certain qu'on ait atteint l'objectif général de clarifier, mais est-ce que c'est jamais possible d'atteindre un tel objectif? Et puis des questions qui restent, bien sûr. Pourquoi a-t-on supprimé la dénomination sociale de tout cela? Pourquoi avoir supprimé l'indication géographique? Qu'est-ce qu'un nom de domaine à portée locale? Ce sont toutes ces questions que les juridictions nous permettront de connaître et puis d'avoir des réponses. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Patrice. C'est effectivement un large champ
de questions nouvelles qui vont être explorées tant par la doctrine que probablement par les tribunaux. Je rappellerai simplement que peut-être, si on revient aux sources, c'est-à-dire la Convention d'Union de Paris de 1843, elle rappelait déjà dans l'article 10 bis que pour constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Donc peut-être qu'en repartant donc de cette source internationale qui est encore en vigueur, on pourrait interpréter ce qu'a voulu dire la directive et peut-être aussi, comme elle s'impose aussi bien aux juges européens qu'aux juges français et aux juges nationaux. Je voulais passer la parole à Jérôme Passat. Il vient de nous abandonner. Fabienne, j'ai une question. Bonjour. Fabienne, j'ai une question. Oui, je t'en prie, Yann. Ouais, j'ai une question et j'ai une petite remarque, mais peut-être que Jérôme souhaitera aussi apporter une précision. Alors, pour la question par rapport à la dénomination sociale, pour ma part, je trouve que c'est assez normal, parce que le texte précédent me semblait assez inutile sur ce point, puisque la dénomination sociale a une protection territoriale. L'article L711-4 prévoit qu'une dénomination sociale antérieure peut antérioriser donc une marque sous réserve de la démonstration du risque de confusion, et il n'y a pas de référence justement au territoire. Alors qu'à l'inverse, pour le nom commercial et l'enseigne, on a cette référence à la portée locale. Et donc, l'objectif de l'exception ici, à mon sens, c'est d'éviter qu'un titulaire d'une marque postérieure se retourne contre un petit opérateur économique qui aurait un nom commercial ou une enseigne antérieure, mais ayant une portée extrêmement limitée. Et puis, l'objectif aussi, c'est de permettre peut-être justement à ce titulaire de nom commercial, enfin des noms commerciaux ou des enseignes, de pouvoir avoir une exploitation grandissante et d'exploiter un peu plus largement et plus que localement leurs signes par la suite. Donc, c'était en ce sens-là que je comprenais cette suppression, parce que finalement, auparavant, il me semble que la dénomination sociale était assez inutile. Alors, je ne sais pas si Jérôme, tu voulais ajouter. Est-ce que juste, Patrice, si vous pouviez fermer votre slide, comme ça on va tous se voir en mosaïque. Merci. Je suis désolé, oui. Oui, Yann, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut lire, à mon sens, le grand 2 de l'article L713-6 en lien avec la disposition sur les motifs relatifs de refus ou de nullité, dès lors que la dénomination sociale antérieure peut justifier l'annulation d'une marque, quel que soit le rayonnement de cette dénomination sociale. Il n'y a pas de raison de la faire figurer au titre des antériorités du grand 2 de l'article L713-6. En tous les cas, l'exploitant antérieur de la dénomination sociale, quel que soit son rayonnement, pourra demander l'annulation de la marque postérieure. Et on a une question de Olivier Moussa, donc sur l'article L713-6, grand 1, deuxièmement. L'élargissement de l'exception relative à la provenance géographique constitue-t-il une généralisation du privilège du toponyme que l'on connaît en matière viticole ? Je dois avouer que non, je n'ai pas de réponse particulière. Je pense que, en tout cas, cette référence faite dans l'article L713 géographique est assez large, effectivement. Et elle doit pouvoir effectivement concerner cet aspect-là. Je n'ai pas de précision, mais peut-être Yann ou Jérôme a des éléments complémentaires là-dessus. Bon. Non, mais pour revenir à cette question, et Jérôme avait déjà eu l'occasion de le dire, je crois, à plusieurs reprises aux journées FNDE, là, sur cette question de cette exception, ou plutôt limitation liée à l'usage dans un sens descriptif. Bon, c'est dans la directive, mais concrètement, c'est une disposition qui est assez inutile, au demeurant, puisque par définition, un usage dans un sens descriptif n'est pas un usage à titre de marque. Donc, par définition, il n'y a pas d'attente. Est-ce que ça justifiait la présence dans la directive? Est-ce que ça justifiait, forcément, la transposition l'emporte comme conséquence, mais est-ce que ça justifie une présence dans les textes? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, pour rappel, effectivement, cette exception avait été appliquée dans un arrêt, dans une saga, la saga Buckfast, et c'est la première fois que la Cour de cassation faisait utilisation de sa possibilité de trancher au fond
Et c'était dans une affaire de marque à propos de ces races d'abeilles Buckfast. Pareil, elle a été commentée par Caroline, sauf erreur de ma part, dans la revue d'Allos IT, Caroline Le Goffik. Alors, il n'y a pas d'autres questions, sauf erreur de ma part. Alors, si, on a quand même une question. Alors, je ne sais pas. Alors, les limitations aux droits de marque sont-elles subordonnées au triple test? Non. Non. Oui, merci Fabienne. Non, mais effectivement, je trouve que l'observation est intéressante. Bon, elle est évidemment, me semble-t-il, elle n'est pas soumise au triple test qui concerne uniquement les exceptions aux droits d'auteur, mais par exemple, justement, que la notion d'usage loyal, l'usage honnête en matière industrielle et commerciale, c'est un peu l'équivalent de la dernière étape peut-être du triple test. Et puis, il y a d'ailleurs, il y a cet aspect-là. L'usage loyal est un moyen, j'allais dire, d'encadrer, donc de soumettre à un test. Est-ce que cette limitation est bien exploitée, si je puis dire, dans le cadre que l'on a voulu lui donner? C'est un peu ça le test. Et finalement, on trouve un peu l'équivalent aussi au stade précédent, celui de la faculté pour le titulaire de la marque d'interdire, avec les notions. Ça nous fera peut-être une transition avec ce que va dire Jérôme, avec la notion de juste motif en matière de marque de renommée, où ce juste motif est également d'ailleurs a également été mis en avant par la Cour de justice pour la marque normale, non renommée. Hein, c'est le deuxième arrêt, Budweiser. Donc on n'a pas ce triple test, mais on a quand même des éléments qui nous permettent de circonscrire ces limitations dans un cadre qui corresponde à ce que le législateur de l'Union européenne a souhaité. Alors j'ai une dernière question. Une dernière question. Quelles conséquences voyez-vous sur la jurisprudence des noms de famille s'agissant des personnes de la même famille déposant leur nom pour une activité identique type Tétinger? Oui, c'est précisément ce qui est prévu en fait. C'est le cadre qui est prévu par la première hypothèse de l'article 713.6. Hein. C'est effectivement la possibilité pour quelqu'un qui est titulaire du nom de famille de pouvoir continuer à exploiter et à utiliser ce nom de famille malgré le fait que ce nom a été déposé à titre de marque, à condition, à nouveau, qu'on reste dans un usage loyal. Et à nouveau, cette notion d'usage loyal va permettre de faire une balance des intérêts entre le titulaire de la marque et ceux qui sont titulaires du nom patronymique, du nom de famille, qui soient, même qu'ils aient une activité antérieure ou pas d'ailleurs, de façon à leur permettre de pouvoir exercer leur activité professionnelle, commerciale, sans porter de manière anormale atteinte aux droits du titulaire de la marque. Autre question? Bien. Merci beaucoup à tous. Je vois que oui, le temps file. Je ne présenterai pas notre confrère Jérôme Passat, professeur agrégé des facultés qui enseigne au Panthéon Assas, puisque je vais lui passer directement la parole au sujet de la protection des marques de renommée et notoire, notre sujet favori. Merci beaucoup Fabienne et merci aux organisateurs pour la mise en place de cette conférence qui nous permet de maintenir un lien. Alors, les marques renommées et les marques notoirement connues dans la réforme. Les régimes de protection de la marque renommée, de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de l'Union de Paris, c'est-à-dire la marque qui bénéficie d'une protection vers laquelle, en dépit de son absence de dépôt, ces régimes connaissent une évolution assez importante dans le droit des marques issu de la réforme du mois de novembre dernier. En vérité, c'est plus la nature des régimes de protection qui évolue davantage que les régimes eux-mêmes et les conditions de cette protection.
En tant qu'elle était imposée par la directive, cette évolution était évidemment attendue en ce qui concerne le régime de la marque renommée. Elle était, ou elle est inattendue, et pour tout dire assez discutable pour les raisons que j'indiquerai tout à l'heure, s'agissant du régime de la marque notoirement connue. Et d'ailleurs, c'était une sorte de une curieuse inversion. C'est à une curieuse inversion que l'on assiste. En effet, la marque renommée était au titre de son régime spécifique de protection, son régime complémentaire de protection. Elle était protégée par une action spéciale en responsabilité civile, prévue par l'ancien article L713-5, qui est une action non fondée sur le droit exclusif. Elle est désormais protégée par l'action en contrefaçon, par hypothèse directement fondée sur le droit exclusif, le droit de marque, dont l'assiette se trouve donc étendue à des actes susceptibles d'être accomplis hors de la spécialité de la marque. À l'inverse, la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis, donc, était généralement, et spécialement dans la loi, considérée comme l'objet d'un droit de marque et protégée par l'action contrefaçon dans sa spécialité. Elle ne l'est plus. Le nouvel article L713-5, et là, il ne faut pas se tromper, parce que le nouvel article L713-5, celui consacré à la marque notoirement connue, qui est l'ancien numéro du régime de la disposition concernant la marque renommée, le nouvel article L713-5 prend le soin de préciser que l'atteinte à la marque notoirement connue ne constitue pas une contrefaçon, mais seulement un fait générateur de responsabilité civile. Voilà les deux points auxquels je voudrais m'attacher tour à tour, marque renommée d'abord, et sans doute ensuite plus substantiellement, marque notoirement connue. L'article 10.2c de la directive 2015-2436 a aligné sur ce point, sur la question du régime de la marque renommée, a aligné le droit harmonisé des marques nationales sur le droit uniforme des marques communautaires devenues marques de l'Union, tel qu'il est prévu depuis l'origine dans le règlement 4094, puis dans tous les règlements ultérieurs. Le régime spécial de protection de la marque renommée a toujours été considéré comme compris dans le droit exclusif, et ce qui ressortait très bien de la structure même de l'ancien article 9.1 devenu 9.2, 3 points, petit a, petit b, petit c. À chaque fois, il est bien clair que le régime spécial de protection de la marque renommée est fondé sur le droit exclusif. Et la directive adopte cette position. Ce qui constitue évidemment un changement assez substantiel, puisque dans l'ancienne directive, le régime spécial de protection de la marque renommée était facultatif et pouvait donc être considéré comme non fondé sur le droit exclusif. En conséquence de cette évolution, l'article L713.3 nouveau accorde à la marque renommée une protection spéciale qu'il rattache expressément au droit exclusif et qu'il assure par l'action en contrefaçon. Il en résulte un assez grand nombre de conséquences. La liste des types d'actes matériels susceptibles d'être sanctionnés auxquels Yann Bazir a attaché tout à l'heure des développements, tous ces actes sont désormais communs aux atteintes relevant du droit commun des marques et à celles relevant du droit spécial de protection de la marque renommée, qui sont désormais des cas de contrefaçon. Très clairement, à la différence de l'ancien article L716.1, qui définissait la contrefaçon de marque sans faire référence à la disposition consacrée à la protection spéciale de la marque renommée, le nouvel article L716.4 dispose que l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Il précise que constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues par un certain nombre de dispositions, dont l'article L713.3, désormais consacré à la protection spéciale de la marque renommée. Donc, il n'y a plus aucun doute. L'atteinte à la marque renommée est un cas de contrefaçon et cette protection est directement fondée, rattachée au droit exclusif. L'évolution est évidemment très importante. Elle concerne donc non pas les conditions du régime spécial de protection qui demeurent inchangées, qui demeurent d'ailleurs sous l'étroite influence de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de l'arrêt Intel. Cette évolution, vous l'avez compris, concerne la nature de ce régime, qui désormais, en France comme dans tous les autres États membres sans doute, mais elle était déjà dans certains États membres rattachés au droit exclusif, elle est désormais rattachée au droit sur la marque et en conséquence associée à la qualification de contrefaçon et
évidemment, c'est très important, à l'arsenal procédural et de sanctions qui s'attache à la qualification de contrefaçon. L'action en contrefaçon d'une marque renommée s'exerce alors dans les conditions du droit commun des marques, de telle sorte, par exemple, que le licencié d'une marque renommée peut exercer l'action, conformément à l'article 716.4.2. L'action est également soumise aux fins de non-recevoir spéciales prévues par le Code de la propriété intellectuelle, prescription extinctive, forclusion par tolérance, fin de non-recevoir liée au défaut de preuve d'usage. Toutes ces fins de non-recevoir s'appliquent désormais évidemment à l'action contrefaçon de la marque renommée. Les procédures auxiliaires peuvent également être mises en œuvre, saisie contrefaçon, régime d'obtention de mesures provisoires, droit d'information, retenue douanière, tout cet arsenal qui était propre jadis à qui a toujours été propre à la contrefaçon, s'applique donc désormais aux hypothèses d'atteinte à la marque renommée en tant que celle-ci est invoquée au titre de son régime spécifique de protection. Le régime spécial des dommages d'intérêt de contrefaçon, dérogatoire au principe de la réparation intégrale du préjudice, trouve évidemment aussi à s'appliquer, tandis que la marque renommée bénéficie encore désormais, au titre de son régime spécial, d'une protection pénale, puisqu'il y a contrefaçon de la marque renommée, il pourra également être possible d'engager des poursuites pénales, ce qui est évidemment aussi une nouveauté importante. Pour les mêmes raisons encore, les exceptions au droit exclusif, dont a parlé Patrice Decandé, prévues par l'article 713.6, peuvent, outre le classique juste motif, neutraliser une atteinte à une marque renommée a priori constituée. On sait que le juste motif jouait et joue encore à la manière d'une exception. La Cour de justice, dans l'arrêt Intel, a dit qu'il fallait d'abord caractériser l'atteinte pour ensuite vérifier dans un second temps si cette atteinte pouvait être neutralisée ou légitimée par l'effet d'un juste motif. Donc se posera sans doute la question de l'articulation entre le juste motif et les exceptions au droit exclusif qui sont applicables désormais dans le cadre de la protection spéciale de la marque renommée. Il faudra réfléchir à la question de l'articulation de ce juste motif et des exceptions. Voilà, donc pour l'essentiel, pour ce qui concerne la marque renommée, aucune modification des conditions de cette protection spéciale. C'est en revanche, c'est tout à fait fondamental, la nature de cette protection qui change, avec toutes les conséquences absolument essentielles qui en résultent en termes de procédure et de sanctions. Il y a davantage à dire, même si cette évolution est absolument fondamentale sur la marque renommée, le problème de droit est finalement relativement simple, il y a davantage à dire au sujet de la marque notoirement connue et de son nouveau régime dans le nouveau droit des marques. C'est un phénomène inverse qui, je l'ai dit en commençant, s'est curieusement opéré pour le régime de protection de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis, qui d'ailleurs ne précise pas la nature de ce régime particulier. Dans le droit français des marques antérieures à la réforme, il était généralement, mais pas unanimement, généralement considéré que dans sa spécialité, constituée par les produits ou services pour lesquels elle est notoirement connue, cette marque était l'objet d'un droit de marque, un droit exclusif, et protégé en conséquence par l'action en contrefaçon. Ça a toujours été en tout cas ma position, d'autres auteurs la partagent, tout le monde ne la partageait pas. C'est en cela précisément que consistait le caractère dérogatoire et d'ailleurs utile du régime particulier de protection de la marque notoirement connue, fondé sur sa notoriété, une protection par le droit commun des marques, en l'absence de dépôt d'enregistrement. Donc, un régime plus favorable que la protection dont peut, le cas échéant, bénéficier une marque d'usage ordinaire qui, comme chacun sait, n'est protégée, le cas échéant, que par les mécanismes du droit commun de la responsabilité pour faute dans l'hypothèse d'un risque de confusion. Et l'ancien article L713.5 avait étendu à la marque notoirement connue, dans sa spécialité, au-delà de la spécialité, pardon, le régime particulier de la marque renommée. L'article 16 de l'accord APIC milite plutôt dans le sens d'un rattachement de cette protection spéciale de la marque notoirement connue au droit sur la marque,
puisque cette disposition est intitulée « Droit conféré » et consacre un premier paragraphe à la protection ordinaire, à la protection de droit commun, puis les deux suivants à la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis. On croit en déduire, mais ce n'est pas très clair, que cette protection particulière de la marque notoirement connue est fondée sur un droit de marque. La loi française paraissait d'ailleurs ne nourrir guère de doute quant à la nature de ce régime, puisque différentes dispositions faisaient référence aux propriétaires d'une marque notoirement connue. Vous voyez les anciens articles L712.4 et L714.4. Or, le propriétaire, c'est celui qui est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, donc ici d'un droit de marque. Donc la loi prenait position sur la nature de cette protection fondée sur un droit de propriété intellectuelle. Quant à la Cour de cassation, elle paraissait bien considérer que dans sa spécialité tout au moins, la marque notoirement connue était protégée par l'action contrefaçon. Il y a un arrêt de 2012 assez clair en ce sens. Mais là, en dépit de cette position assez claire de la loi et de la Cour de cassation, certains auteurs demeuraient convaincus que cette protection n'était pas fondée sur un droit de marque. De façon assez inattendue, je dois dire que j'ai été assez surpris de le constater dans la loi, de façon assez inattendue parce que la directive ne l'imposait pas, non plus d'ailleurs que quelconque autre texte, la réforme modifie la nature de la protection de la marque notoirement connue dans sa spécialité. Le nouvel article L713.5 dispose en effet que l'atteinte à une marque notoirement connue sous ses différentes formes, déclinées par cette disposition, ne constitue pas une contrefaçon, mais engage la responsabilité civile de son auteur. Il est d'ailleurs assez inhabituel et d'ailleurs pas forcément conforme à son rôle que la loi utilise une formule du type « ne constitue pas, mais ». La loi n'a pas à dire ce que n'est pas une chose, elle doit dire ce qui est, mais pas ce qui n'est pas. Sans doute faut-il y voir le signe que le législateur a eu l'intention de prendre une position assez claire et a opté pour le moyen le plus explicite de faire connaître cette position. Le rapport au président de la République sur l'ordonnance précise d'ailleurs que le texte, ce texte a pour objet de préciser le régime, je cite la formule, préciser le régime de la marque notoirement connue dans le contexte d'une doctrine alors divisée sur ce point. Il résulte donc très clairement de ce texte que la protection de la marque notoirement connue, dans sa spécialité, a fortiori en dehors de sa spécialité, n'est plus une protection fondée sur le droit, assortie d'une action contrefaçon, mais une protection qui n'est plus rattachée au droit et assurée par une action particulière en responsabilité civile. Reste à percer le mystère des raisons de cette évolution assez inattendue. Pardonnez-moi. Alors, évidemment, le droit sur une marque s'acquiert en principe par le dépôt suivi d'un enregistrement. C'est le principe qui n'a pas été modifié. L'article L712.1 n'est pas affecté par la réforme. Cependant, la directive, qui ne régit pas les marques, que les marques déposées, impose le respect de la Convention de Paris, considérant 41, et laisse aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, considérant 11. Donc la directive n'a aucune incidence sur la nature de la protection de la marque notoirement connue. Donc il n'y a rien à chercher du côté de la directive en termes d'explication de l'évolution que nous rencontrons en droit français. D'autre part et surtout, si la marque notoire ou notoirement connue n'est plus protégée que par un mécanisme de responsabilité civile, elle apparaît ravalée au rang de simple marque d'usage, déjà protégée sur ce fondement depuis très longtemps, sans au reste que la loi sur les marques n'ait jamais eu besoin de s'en préoccuper. C'est un mécanisme de responsabilité civile pour faute qui trouve à s'appliquer. Les hypothèses des premièrement et deuxièmement de l'article L713.5 correspondent à la protection de la marque notoirement connue dans sa spécialité, dans des hypothèses de création d'un risque de confusion. Donc ce sont des hypothèses classiques de concurrence déloyale, finalement, que l'on peut sanctionner sur le terrain de l'article 1240 du Code civil.
Quant au troisièmement, qui correspond à l'ancien article L713.5 alinéa 2, qui organise le profit de la marque notoirement connue, une protection calquée sur celle de la marque renommée, il n'apparaît pas tellement davantage utile, parce qu'on peut obtenir également ce type de protection par la mise en œuvre de l'article 1240 du Code civil, comme l'a d'ailleurs fait apparaître la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Olympri au début des années 2000, à l'époque où la Cour de cassation disait que ce régime spécial de protection ne s'appliquait qu'en cas d'identité des signes, ce qui était une erreur évidemment. Mais la Cour de cassation avait eu à juger que l'article 1382 pouvait s'appliquer pour accorder à la marque notoirement connue, puisque c'en était une dans cette affaire, une protection comparable. Donc finalement, cette protection que confère le nouvel article 713.5 dans ces 3 paragraphes, cette protection qui n'est pas fondée sur le droit, elle aurait pu être obtenue par les mécanismes habituels de la responsabilité civile pour faute. Donc finalement, cette disposition n'apparaît pas offrir une protection plus étendue ou plus utile ou plus rigoureuse que celle qui résulte déjà du droit commun de la responsabilité civile applicable et appliqué aux marques d'usage ordinaires. Donc cet article 713.3, il peut être considéré à la fois comme inutile, en tant qu'il est fondé sur qu'il renvoie à la responsabilité civile, et contestable en tant qu'il il n'accorde plus à la marque notoirement connue une protection fondée sur le droit exclusif. D'autant que, si affirmatif à l'article L713.5, le législateur paraît l'être moins, et même dire le contraire, dans d'autres dispositions. En effet, l'article L711.3, grand 2, inclut la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis dans la notion de marque, aux côtés de la marque enregistrée et de la marque déposée, sous réserve de son enregistrement ultérieur. De plus, et surtout, les articles L712.4.1, premièrement, et L716.2, visent le titulaire d'une marque antérieure, dont la marque notoire, et l'article L716.2.7 vise expressément le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis. Or, dans la terminologie juridique, le titulaire, c'est le titulaire d'un droit. Il n'y a pas de titularité d'autre chose que des droits. Donc, si on parle bien du titulaire d'une marque notoirement connue, c'est bien qu'il y a un droit sur la marque notoirement connue. Alors, il faudra savoir, est-elle ou non titulaire d'un droit? Si, comme l'affirme, et c'est la position de la loi, la marque notoirement connue n'est plus l'objet d'un droit, n'est plus protégé que par des mécanismes de responsabilité civile extérieurs au périmètre de protection accordé par le droit, on ne devrait plus parler de titulaire d'une marque notoirement connue. Alors, le rapport au président de la République sur l'ordonnance n'est pas parfaitement clair sur la justification de la règle nouvelle posée à l'article 713.5. On a vu tout à l'heure qu'il s'agit de préciser le régime, mais quelle est la raison finalement de la position qui a été adoptée? Après avoir indiqué que ce texte a pour objet précisément de préciser ce régime dans un contexte doctrinal divisé, le rapport indique d'abord que c'est en raison de la modification du régime de la marque renommée et des engagements internationaux de la France que ce régime est créé, que ce nouveau régime est créé. En fait, je ne vois pas très bien ici d'explication. La modification du régime de la marque renommée est sans incidence sur la nature de la marque, sur la nature de la protection de la marque notoirement connue. Quant aux articles 6 bis et de la Convention de Paris et 16 de l'accord APIC, s'ils peuvent à la rigueur être compris comme nécessitant une disposition nationale propre à la marque notoirement connue, ils ne prennent aucune position claire sur la nature de la protection particulière de la marque notoirement connue. Donc ces dispositions internationales n'imposaient en aucune manière la position qu'a prise le législateur français. La véritable raison apparaît seulement ensuite. Le rapport sur l'ordonnance indique en effet que le gouvernement estime que le système français des marques fait de l'enregistrement le seul vecteur de droit sur la marque et que la notoriété ne saurait y suppléer. Voilà l'explication. Un droit sur une marque ne peut naître que d'un dépôt, d'un acte juridique de dépôt suivi d'un enregistrement, et plus d'un fait juridique d'usage ayant donné naissance à une connaissance particulière de la marque dans le public. Voilà une position de principe. Il n'y a plus de droit, en droit des marques, il n'y a plus de droit qui puisse naître en dehors d'un dépôt suivi d'enregistrement. Cependant, rien, notamment en droit de l'Union,
n'imposait cette solution qui, certes, a le mérite de la simplicité, peut-être du simplisme, mais qui revient à nier la spécificité et l'intérêt du statut de la marque notoirement connue, désormais quasiment traitée comme une marque d'usage ordinaire. Quel est l'intérêt d'un régime spécial pour une marque notoirement connue si en fait cette protection lui est conférée sur le terrain de la responsabilité civile? Alors c'est une responsabilité civile spéciale, L713-5 et non pas 1240, mais en fait les questions sont les mêmes et la protection ne sera pas plus aisée à obtenir sur le fondement de l'article L713-5 que sur celui de l'article 1240 du Code civil. Ce ne sera pas un régime plus protecteur. Et en tout cas, la marque notoirement connue, à la différence du régime dont bénéficie désormais la marque renommée, la marque notoirement connue ne pourra plus bénéficier de l'arsenal procédural et de sanctions liées à la qualification de contrefaçon. Donc elle est finalement quasiment ravalée au rang de marque d'usage ordinaire. Donc elle y perd beaucoup, la marque notoirement connue, à l'inverse de la marque renommée qui gagne, elle, je l'ai dit, et j'en termine par là, parce que désormais, les titulaires de marques renommées pourront bénéficier de tout l'arsenal procédural et de sanctions civiles et pénales prévues par le Code. Voilà donc une évolution importante qui s'opère par une inversion des régimes. Merci Fabienne. Je t'en prie, cher Jérôme. Et effectivement, c'est assez surprenant cette inversion des régimes à partir du moment où on pouvait considérer que selon 6 bis, une marque notoirement connue n'avait même pas besoin d'être enregistrée pour être protégée par un droit de propriété industriel. Hein. La simple connaissance suffisait. Alors, en pratique, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques d'usage notoires, finalement. On va être coupé peut-être de certaines méthodes de défense, on n'en sait rien finalement. On va voir tout ça. Je ne sais pas par exemple si les douanes vont continuer à protéger des produits qui seraient couverts, enfin qui seraient avant 1er avril revêtus d'une marque d'usage notoire sans l'accord de son titulaire, parce qu'il n'y a plus de titulaire. Mais je pense quand même qu'on reste sur le fondement d'un droit de propriété. Pour la marque notoirement connue ? D'un droit de propriété simple. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de propriété simple en dehors de propriété intellectuelle, s'agissant des marques. Ben, il va falloir y réfléchir. Et surtout, la loi dit que c'est une protection fondée sur un régime de responsabilité civile. Donc, si c'est un régime de responsabilité civile, c'est bien que ce n'est pas une protection fondée sur un droit. S'il y avait un droit de propriété, il y aurait une protection spéciale attachée à cette propriété. Je pense qu'on en revient. Enfin, la marque notoirement connue bénéficie aujourd'hui d'un régime comparable à celui dont bénéficiait la marque renommée dans le régime français antérieur à la réforme. Exactement. C'est très, très bizarre, mais bon. Là, tu as donné la réponse sur le rapport au président. Il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle sans enregistrement, donc enfin industriel. Il y en a, si, enfin, des droits de propriété industriels. Mais on a le dessin et modèle communautaire non enregistré, qui est l'objet d'un droit qui n'est pas déposé. Donc, pourquoi pas une marque notoirement connue, objet d'un droit sans dépôt? On va se poser la question. C'est vrai. Mais je me demande ce qui a justifié cette prise de position qui, dans le contexte d'une réforme de si grande ampleur, ne nécessitait pas que le législateur prenne position sur ce point. Mais d'autant qu'on parlait d'un contexte d'une doctrine divisée, mais enfin la jurisprudence ne l'était pas, finalement. Pas tellement. Et puis le texte est assez clair. À plusieurs reprises, il parle du propriétaire de la marque notoirement connue, donc la loi était claire. Donc c'est une régression finalement de protection pour les titulaires de droit. Je ne vois pas bien l'utilité que le législateur ait pris position sur ce point à l'occasion de cette réforme de grande ampleur. Il faudrait y revenir. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce point, Pierre, Yann, Patrice. Oui, alors mon micro marche. Oui. Je pense que effectivement l'enjeu il tournait autour de, comme tu l'as évoqué à titre conclusif, c'est-à-dire que d'un côté il y a un mouvement vers l'avant pour la marque renommée
Et en fait, l'idée, je pense, qui sous-tendait tout cela, c'était d'éviter que ce mouvement vers l'avant concerne également la marque notoire. Pourquoi? Parce que finalement, si on nous dit que la marque renommée est très bien protégée, mieux protégée en quelque sorte, parce qu'elle bénéficie de tout l'arsenal lié à l'action en contrefaçon, c'est très bien. Mais finalement, si on nous dit que la marque notoire, si le choix avait été fait de finalement suivre le régime de la marque notoire, enfin de la marque renommée, pardon, pour la marque notoire, eh bien le risque, c'était de faire passer le message suivant. Finalement, à partir du moment où vous êtes renommé, quel est l'intérêt de continuer à renouveler les enregistrements alors que vous êtes potentiellement protégé au titre de la contrefaçon avec tous les avantages qui vont avec. Donc je pense que le message derrière, c'est celui du message de l'enregistrement et d'un système qui est fondé sur l'enregistrement. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu ici, qu'on a essayé de faire prévaloir. Oui, je ne suis pas complètement convaincu parce que prouver l'usage, prouver la notoriété, qui sont des questions qui se posent en amont, sont toujours des difficultés. Donc, on n'a évidemment pas intérêt à se priver d'un dépôt. Donc, ça ne me paraît pas être l'explication fondamentale. Donc, je crois que le législateur a voulu prendre une position en disant que désormais, un droit sur une marque ne pourra résulter que d'un acte juridique de dépôt suivi d'un enregistrement, même si le droit de l'Union ne l'impose pas. C'est ça. Mais la CUP et les APIC ne l'imposent pas. Hein. La majeure partie des pays, quand même, alors je ne suis pas allé faire une étude de droit comparé global, total, mais la majeure des pays, quand même, protègent la marque notoire sur des systèmes de concurrence déloyale. 6 bis. Ouais, 6 bis. 6 bis ne prend pas position sur la nature. L'interdiction, voilà, c'est un droit, c'est la faculté d'interdire. On ne sait pas quel est le fondement de cette interdiction. Non, il n'y a pas de fondement, mais le choix qui a été fait généralement par les pays étrangers, c'est plutôt concurrence déloyale plus que l'action en contrefaçon. En tout cas, les rares pays, enfin, il y en a quand même quelques-uns maintenant, que j'ai étudiés, c'était jamais dans le cadre du droit exclusif qu'on protégeait la marque notoire. Il n'y a pas d'action. Quel est l'intérêt d'une disposition spéciale relative à la marque notoirement connue si finalement elle est protégée par des mécanismes de responsabilité civile comme la marque d'usage ordinaire? Cette question, on peut la poser finalement auprès de tous les législateurs dans le monde qui ont fait le choix de viser. Je prends l'exemple de la marque notoire au Japon. La marque notoire au Japon, ça peut constituer une antériorité opposable, comme c'est le cas en France avec L711-3, donc encore une fois sur la base de 6 bis, est un mécanisme dans la loi sur la concurrence déloyale qui vise expressément la marque notoire. Donc je pense que l'idée, c'est de faire une distinction expresse hors les textes internationaux, donc dans les textes nationaux, sur cette question de la marque notoire, pour justement la distinguer de la marque d'usage simple. Et que la marque notoire est potentiellement quand même mieux protégée qu'une marque d'usage simple. Si la marque d'usage simple, elle est effectivement protégeable au titre de la concurrence déloyale, on ne peut pas nier le fait que ça reste quand même des hypothèses d'école et que c'est extrêmement mal protégé. Je ne suis pas sûr. Dès lors que tu prouves son usage antérieur, la création d'un risque de confusion avec une marque d'usage antérieure constitue un cas de concurrence déloyale. Et je ne vois pas en quoi ce nouvel article L713.5 confère à la marque notoirement connue une protection plus étendue ou plus rigoureuse ou plus utile que celle dont bénéficient les marques d'usage ordinaires. Est-ce qu'on peut pas penser que ce régime un peu intermédiaire de la marque notoirement connue serait facilité par une appréciation plus lâche du lien de causalité ou plus simple du lien de causalité que si on était en application stricte de l'article 1240 de la responsabilité civile? Tu parles de lien de causalité entre la faute et le dommage? Oui. Et pourquoi, pardon? Parce qu'on a un texte particulier qui nous dit ne constitue pas une contrefaçon, mais engage la responsabilité civile de son auteur, l'usage. On a l'impression qu'en réalité, il y a un lien peut-être plus étroit qui est fait entre usage de ce signe et le fait d'engager la responsabilité sans avoir à démontrer éventuellement de manière trop oui, donc tu laisses entendre, Patrice, que c'est l'usage qui engage la responsabilité civile et non pas la faute dommageable comme en droit commun, c'est ça? Oui. Bon, c'est le simple usage, oui. D'accord, mais de toute façon, pour obtenir des dommages d'intérêt, il faudra toujours démontrer l'existence d'un préjudice résultant de la faute. Et en droit commun de la responsabilité civile, on peut toujours obtenir
une interdiction pour l'avenir, indépendamment de la preuve d'un usage. Le trouble engendré par la faute justifie des mesures de cessation, indépendamment de la démonstration d'un préjudice avéré. Mais le texte vise effectivement trois hypothèses. Il y a la double identité, d'ailleurs, double identité où vraisemblablement on ne devrait pas avoir à démontrer un quelconque risque de confusion. Ensuite, il y a l'hypothèse de la similitude, où là, donc similitude dans la spécialité entre les signes. Et puis après, il y a l'hypothèse effectivement traditionnelle, où là, le risque de confusion finalement n'existe plus, et c'est quand même plus intéressant que le risque de confusion qu'on rencontre dans 1240, puisqu'on a le régime classique avec le lien. Ça ne va pas le remettre en cause. Il faut démontrer un lien, soit la faute, soit le préjudice. Oui, ça c'est le régime de la marque renommée qui est étendu à la marque notoirement connue, mais ça, cette solution-là, on peut aussi l'obtenir par application de l'article 1240, comme la Cour de cassation l'a fait dans l'affaire Olymprix. Par le parasitisme, l'absence de confusion, bien sûr. Eh oui, mais on est que sur le parasitisme. Quid du ternissement et de la dilution. Et encore une fois, pour y arriver, plutôt que d'envisager le risque de confusion en amont, pour envisager la faute ou le préjudice, on n'aura pas besoin de démontrer un quelconque risque de confusion. Il faut démontrer le lien, ce qui est quand même beaucoup plus facile à démontrer si on a une marque notoire qu'un risque de confusion. Le risque de confusion, enfin le lien, c'est la suggestion, le fait que ça rappelle. Donc on est quand même sur quelque chose qui est plus intéressant pour le titulaire. Je suis désolé d'utiliser le terme, d'une marque notoire. Le problème on peut parvenir à ce résultat par l'application du droit commun. En tout cas, ça concerne une hypothèse qui serait la protection de la marque notoirement connue plutôt au-delà de sa spécialité, puisque dans sa spécialité, ce sont plutôt les premièrement et deuxièmement qui trouveraient à s'appliquer. Mais là, il y a quand même une régression dans la protection dès lors que la protection pouvait jadis être obtenue par l'exercice d'une action contrefaçon assortie de tout un arsenal. Alors, il y a deux questions. Thierry-Olivier Ville, vas-y, Yann, pose-les les questions. Donc, premièrement, je poserai les deux questions en même temps si tu me le permets. Donc, la marque notoirement connue n'est-elle pas aussi celle connue dans un pays sans pour autant y être actuellement utilisée? Et deuxième question, le dépôt par Sougoudous n'est-il pas un fait dommageable qui oblige Primus à agir en opposition ou annulation, donc une perte de temps et d'argent? Alors, j'ai mieux compris la première question que la seconde. On va la répéter. Je pense que le principe de territorialité s'applique aussi aux marques notoirement connues. Pour obtenir le bénéfice, pour faire sanctionner un acte en France au titre de l'atteinte à une marque notoirement connue, il faut que cette marque soit notoirement connue en France. Une notoriété à l'étranger qui n'est pas prolongée par une notoriété en France ne permet pas de revendiquer en France, au titre de la loi française, le bénéfice de la protection de la marque notoirement connue. Le juge français sera pas lié, évidemment. Et donc, pour la seconde question, c'est le dépôt donc, par la deuxième personne. N'est-il pas un fait dommageable qui oblige le premier, donc Primus, à agir en opposition ou annulation, donc une perte de temps et d'argent? Mais est-ce que c'est une question qui m'est destinée, celle-ci? Oui, je pense. Non? C'est une question du dépôt, mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre, cette question. Pour moi, peut-être, pour le dépôt. N'est-il pas un fait dommageable et donc, on reviendrait à la question de la contrefaçon tout à l'heure. Non, encore une fois, le dépôt ne constitue pas, à mon sens, un usage. Et donc, à partir de là, on doit partir sur le terrain de l'opposition ou de l'annulation qui doivent être des actions qui doivent être privilégiées. Voilà. Un usage, c'est un fait juridique. Un dépôt, c'est un acte juridique. On n'a jamais dit que la contrefaçon pouvait résulter d'un acte juridique de dépôt. C'est par erreur, à mon avis, que la Cour de cassation a jugé que le dépôt pouvait être constitutif de contrefaçon. Quand il est question de dépôt, il est question de constitution d'un droit. La constitution d'un droit par un acte juridique, ce n'est pas un usage du signe. Et dès lors que l'usage de la marque qu'on critique intervient, on peut attaquer en contrefaçon. Et là, ça va jouer sur le dommage-intérêt. Le dépôt en tant que tel, puisqu'on pourra agir que par l'oppos ou la nullité, ne va pas engendrer de dommage-intérêt en pratique. Sauf les indemnisations qui vont être prévues par, mais ça, ce sera le sujet de demain, qui vont être prévues par l'INPI. Mais sur ce point, et sur la question de savoir si le dépôt peut constituer un acte de contrefaçon, le rapport au président de la République sur l'ordonnance prend clairement position, dit que le dépôt n'est pas. Oui, là pour le coup, ils ont voulu mettre fin à la division. Ça me paraît de bonne politique. Oui, complètement.
Ouais. Là, fallait qu'on soit fixé quand même à un moment. Et ça me paraît très juste juridiquement surtout. Ça peut arriver. Je crois qu'il n'y en a plus de questions. Ouais. Est-ce que il y a un intervenant qui voudrait rajouter quelque chose Bon. Eh ben, écoutez, on peut vous remercier parce que c'était des débats très très riches. Je voulais simplement indiquer aux participants ce que j'ai déjà indiqué, mais il y avait une problématique technique. Donc le Facebook Live, vous aurez c'est enregistré, donc il y aura un replay. Rassurez-vous. Et je salue cette conférence internationale. Donc, on a des messages d'Istanbul, de Beyrouth, et tous ceux qui sont inscrits, rassurez-vous, vous aurez vos attestations une fois que notre conférence sera terminée jeudi prochain. Donc, on se retrouve jeudi matin pour la dernière session de notre séminaire sur la réforme des procédures. Voilà. Bonne journée à tous et à jeudi. Merci encore. Merci Au beaucoup. revoir.